Ben, merci beaucoup de l'invitation et d'avance je m'excuse d'être habillé comme si je revenais du ski, mais je suis dans un bureau qui n'est pas chauffé et il fait un peu froid à Beyrouth en ce moment. Donc, vous comprendrez pourquoi je suis je serai peut-être comme ça au fil de la présentation. Je voulais vous présenter aujourd'hui quelque chose relatif aux théories du complot et aux personnes que l'on peut croiser autour de ces théories sur un cas particulier qui est celui du 11 septembre 2001. Alors, c'est un cas qui me paraît intéressant parce qu'on a une forme déjà de recul. Ça paraît presque désuet aujourd'hui, c'est un débat des passionnés. De fait, ça montre que le complotisme a quand même une petite date de péremption et un côté effet de mode. Et ça se mesure très facilement, en fait, qu'il ne s'est rien passé le 11 septembre 2021. À part la profusion d'articles rappelant qu'il y avait eu des théories du complot et des articles sur les personnes repenties par rapport à ces théories, il n'y a aucune activité qui a été enregistrée de la part de mes enquêtés ou de la part justement de ces nouvelles vagues de mouvements dits complotistes ou anti-vaccins qui ne se sont pas du tout connectés à cette question du 11 septembre. C'est aussi une question qui est pré-Facebook, pré-réseaux sociaux. C'est un autre âge du web où mes enquêtés ont notamment des blogs et échangent sur des forums, ce qui aujourd'hui est tombé en désuétude. Alors, ça me semblait intéressant d'aborder aussi cette question du 11 septembre parce que le 11 septembre est un espace d'échange de théories du complot où il y a une référence à la science extrêmement forte. Déjà, je pense que c'est l'un des rares où il y a une revue qui a été créée, alors évidemment un peu artificiellement, mais qui s'appelle le Journal of 911 Studies. Vous avez un grand nombre de débats à vocation scientifique ou en apparence scientifique qui ont animé cette communauté sur la vitesse de la chute des tours, les résistances des matériaux. C'est bourré quand vous lisez des échanges autour de ces théories, c'est bourré de questions techniques, de questions de coefficients d'élasticité ou de résistance de matériaux au feu. Donc, on est d'emblée sur un discours extrêmement technique à vocation en apparence très scientifique. La science fournit à ces mouvements ou à ce petit monde sa référence un petit peu constante, son symbole le plus fort, et ça se retrouve notamment dans le fait que énormément de regroupements se donnent pour nom, font des références à la science ou à des professions scientifiques. C'est Architects and Engineers for 9/11 Truth, Scientific Method 9/11, Scientists for 9/11 Truth, Physics 9/11, Pilots for Truth. Donc, autrement dit, on n'est pas du tout dans un complotisme misérabiliste. C'est pour le coup des gens qui, pour certains, ont des professions prestigieuses, savent écrire et savent prendre la parole en public. On est loin du coup de ce complotisme un peu de masse tel qu'il est plutôt décrit aujourd'hui. De fait, dans ce terrain que j'ai fait à partir de la France, j'ai croisé des gens du CNRS, des universitaires, des docteurs, des ingénieurs, et ça m'a amené, là ça fait écho à certaines choses qu'on disait dans la première présentation, ça m'a amené à établir une division à constater qu'il y avait une division assez nette entre ceux qui produisent, ceux qui consomment et ceux qui diffusent activement, une forme de division du travail complotiste qui est assez notable. Et le côté sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est le côté de ceux qui produisent. Et au passage, ceux qui sont le moins fous en apparence dans leur manière de dire et qui, pour certains, sont beaucoup moins faciles à caricaturer justement vers une dimension pathologique. Alors, j'ai travaillé sur ce terrain depuis 2013, je travaille sur ce terrain depuis 2013, particulièrement en étant partie du cas d'une association qui s'appelle Reopen 9/11, qui est un petit peu le point central et l'entrée sur le terrain, c'est à la fois un petit milieu autour duquel beaucoup de gens
circulent, soit physiquement, soit virtuellement, parce qu'il y a une fois par an des AG, des regroupements, vous avez aussi des événements type des projections de films. Mais ça se retrouve aussi, enfin, c'est aussi un espace où on échange virtuellement. Et c'est une centrale d'information, un espace de discussion avec un blog, un forum. Donc, potentiellement, un matériau, ça fournit un matériau hyper riche, à la fois qui peut relever maintenant de documents qui sont presque des documents historiques, où on a les traces d'interaction sous forme d'échanges sur les forums. Et c'est de ce matériau dont je suis parti pour travailler sur le complotisme. Alors, mon propos, du coup, n'est forcément pas de parler des opérations intellectuelles et cognitives, du doute ou de l'irrationnel en général. Moi, le matériau que je privilégie aujourd'hui, c'est les documents, les publications, les productions que font les personnes dont je vais vous parler, et les récits de soi qu'ils font d'eux, sur la découverte qu'il y aurait eu un complot, récits de soi qui sont assez faciles à trouver, et où l'on trouve, bon, évidemment, une reconstruction a posteriori, mais beaucoup d'éléments sur les effets que peuvent avoir une entrée en complotisme, disons, sur la carrière professionnelle, politique, familiale, personnelle, et parfois c'est des bribes extrêmement conséquentes parce qu'il y a une tendance chez certains à la graphomanie assez remarquable. Alors, c'est des résultats qui sont situés socialement et historiquement. À la fois, c'est un résultat de l'analyse, et à la fois, c'est presque un postulat de dire que je ne pense pas qu'on puisse tout à fait raconter la même chose des complotistes du 11 septembre. Les personnes dont je vous parle commencent à se mobiliser au milieu des années 2000 et se démobilisent à peu près depuis 5-6 ans. De sorte qu'aujourd'hui, Reopen 9/11 ne correspond plus vraiment à une association très active, et puis la communauté autour n'est plus très active. Mais on ne peut pas, à mon sens, raconter tout à fait la même chose d'eux que par rapport au mouvement anti-vaccin aujourd'hui. Et il y a, je pense, un modèle du complotisme, presque d'un premier complotisme au milieu des années 2000, qui depuis a laissé place à quelque chose de différent. Alors, je voulais revenir, ce que je voulais vous présenter, c'est en 3 temps. D'abord, revenir sur les bases sociales, l'ancrage social des enquêtés, et de quel type d'enquêtés je vais vous parler en particulier. Deuxième chose, prendre au sérieux leur travail, qui se présente comme un travail scientifique et qui, effectivement, pour certains, s'en rapproche sur plein de points, en essayant aussi de voir quelles sont les limites et peut-être les contradictions et les paradoxes qui animent ce travail en apparence scientifique. Et troisième chose, revenir sur quelque chose d'un peu plus global, qui est le lien entre le complotisme et une forme de scientisme et de positivisme assez fort, que j'ai fini par comprendre en étudiant cette population. Alors, les personnes sur lesquelles les cas à partir desquels je raisonne, que je vais essayer de ne pas citer parce qu'en fait, ils sont assez peu nombreux, c'est très facile de les retrouver. Les cas sur lesquels je vais raisonner, c'est vraiment ceux de scientifiques de profession qu'on retrouve dans ces mouvements autour du 11 septembre et ces mouvements de Truthers. La question d'avoir des discours scientifiques dans le complotisme a été beaucoup abordée de 2 manières. D'abord, comme une forme de braconnage de gens qui n'étaient pas du tout légitimes à parler de science. C'est l'exemple en 2002 d'un Thierry Messant, qui se met effectivement à parler vitesse d'un avion et coefficient de fonte de l'acier sur le Pentagone. Donc c'est quelque chose qui a été moqué assez facilement, et ça se retrouve dans plusieurs profils que j'ai pu croiser, que ce soit dans les sciences dures ou
ou d'autres disciplines, comme par exemple ce militant qui m'explique avoir réécrit Freud et identifié une erreur fondamentale dans son approche, sachant que c'est pas quelqu'un qui a eu une formation en psychologie. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les parcours. Deuxième élément par lequel c'est souvent abordé, cette présence de la référence scientifique, c'est un rapport à la science vu comme stratégique. On utilise la science pour une vision politique et c'est vrai, il y a vraiment l'idée que la science est utilisée pour d'autres fins et pas du tout et de manière totalement détournée. Alors, la question en fait que moi je voulais poser ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des personnes qui sont d'une part plus proches de leur spécialité. C'est le cas ici de scientifiques et d'ingénieurs. Ce serait aussi le cas que je ne vais pas aborder ici, mais qui est très intéressant de ces professionnels du complot que sont les gens chargés de les traquer et de tout le temps imaginer le pire, les gens qui travaillent dans les services secrets, les gens qui travaillent dans l'armée, pour qui l'imaginaire du complot n'est pas tant un imaginaire qu'un risque professionnel. Et c'est des gens qu'on a pu retrouver de temps en temps dans les mouvements que j'étudie. Mais en tout cas, partir de l'idée qu'on a certaines personnes qui vont parler de certains éléments des théories du complot en étant professionnellement, au moins sur le papier, aptes à le faire. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand on a des gens sincères? C'est-à-dire des gens qui y croient vraiment. Alors, on peut toujours arguer que c'est pas forcément des gens tout à fait sincères, mais en tout cas, à les suivre un long moment, il est frappé par le fait que c'était difficile de dénier à certains une certaine sincérité dans leur démarche. Ce qui peut se voir notamment par un fait assez étonnant, c'est les occurrences où l'on voit certaines de ces personnes changer d'avis en fonction de certains faits nouveaux, ce qui évidemment n'est pas du tout congruent avec l'idée que les complotistes seraient bornés, en tout cas en apparence. Mais voilà, donc des gens qui ont à la fois les diplômes pour pouvoir parler sur une question technique et qui à la fois n'ont pas l'air de parler de cette question technique pour des raisons politiques. Cachées. Alors, ça pose la question évidemment de pourquoi ces gens-là y croient. Et vous verrez, je pense qu'il y a quelque chose comme une subversion, une incompréhension des règles de la science ou au contraire une surinterprétation de certaines règles qui expliquent certaines choses. À ce titre-là, je pense que certains des ressorts du complotisme relèvent de choses de processus sociaux et peut-être psychologiques beaucoup plus ordinaires qu'on ne peut le penser. Alors, ces personnes dont je vous parle, bon, déjà, ont un profil assez congruent avec les autres enquêtés que j'ai pu croiser. C'est des hommes, premièrement, à une écrasante majorité. Et pas seulement en France, ça se retrouve aussi dans d'autres cas. Aux États-Unis, vous avez notamment de longues listes de chaque mouvement qui revendiquent avoir j'allais dire des followers, mais c'est pas du tout qui revendique avoir des scientifiques dans son board. Ça dépasse rarement les 10-15% de femmes. Alors évidemment, le type de poste, ingénieur, physicien, c'est des postes beaucoup moins féminisés que la moyenne. Le type ensuite de discours avec des implications géopolitiques, une posture très sûre de soi dans la conversation, c'est aussi quelque chose qui est plus associé, disons, à une vision virile de la conversation et des sujets de conversation. Donc, bon, peu importe enfin, ça resterait à élucider, mais c'est en tout cas un fait massif, c'est énormément d'hommes. Beaucoup en province. On n'est pas, Reopen 9/11 n'est pas un mouvement parisien. Et là, pour les gens qui ont étudié les gilets jaunes ou qui étudient aujourd'hui les anti-vaccins, c'est quand même un truc à garder en tête. Il y a un côté rupture Paris-Province que déjà, moi, j'avais vu de manière un peu étrange sur le terrain et qui implique
qui implique un terrain en pratique parfois assez compliqué, parce que c'est pas seulement Paris-Province, c'est aussi urbain-rural. Donc, certaines personnes que vous cherchez à voir habitent vraiment très très loin finalement habitent très loin pour être tranquilles et ne vont vous rencontrer uniquement par téléphone. Donc, des hommes, beaucoup en province, des gens qui ont une compétence au milieu des années 2000 assez rare, qui est une compétence informatique. Beaucoup maîtrisent Internet. Beaucoup d'entre eux savent intervenir sur un forum, savent poster des choses sur Wikipédia, savent monter un blog. Et là, ça nous ramène à un âge de l'Internet, comme je vous le disais, l'âge du haut débit. Là, le milieu des années 2000, c'est vraiment l'essor du haut débit en France, et c'est à peu près toutes les personnes qui gravitent autour du Reopen 9/11 ont pour point commun d'avoir eu un rapport assez fort à l'outil Internet. Ce qui, je pense, mène à quelque chose qui mériterait d'être travaillé. Non pas le fait que le complotisme soit une pathologie, mais que Internet puisse créer certaines pathologies qui n'ont pas forcément à voir avec le contenu du complotisme, mais tous les gens que j'ai rencontrés, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, racontent une ivresse du clic. C'est-à-dire qu'on se met à s'intéresser au 11 septembre et on regarde une vidéo, puis on en regarde 10, puis on y a passé la nuit. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on met beaucoup en cause la logique des algorithmes, du fonctionnement de Facebook, notamment cette logique de scroller un écran, chose dont on cherche aujourd'hui des effets sociaux assez massifs. La question du clic un peu fou n'a pas intéressé grand monde autrement que sur le mode de la vision un peu intellectuelle, enchantée, le côté sérendipité. Et vous commencez à cliquer sur Wikipédia, vous avez cliqué 25 fois et vous arrivez à quelque chose qui n'avait rien à voir avec votre première recherche. C'est contemporain d'une certaine forme d'enchantement d'Internet. À l'époque, le discours sur l'enchantement d'Internet est très fort. Je pense que, au contraire, les personnes que j'ai étudiées sont déjà des gens qui utilisent mal Internet et se font prendre par un jeu technique qui les dépasse. En tout cas, c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé un petit peu. Quatrième chose, les enquêtés en question n'ont pas tant un âge donné qu'une disponibilité biographique. Ils sont à un moment quand ils rencontrent le complotisme, on est à un moment donné de leur vie où ils ont du temps. Soit qu'ils soient étudiants, il y a le cas d'un étudiant en informatique, d'un apprenti ingénieur, par exemple, dans les gens que j'ai pu étudier, soit qu'il y ait eu des accidents de la vie, comme un divorce, le chômage, ou alors une nouvelle étape comme la retraite. Avec des cas aussi un peu particuliers dans le lot, comme cet ingénieur qui arrête tout dans la trentaine, qui prend une retraite anticipée tout simplement parce qu'il a acheté des bitcoins au début de la décennie 2010. Disponibilité biographique globalement dans mon pôle d'enquêté qui prend... Enfin, cette disponibilité, elle prend un tournant un peu particulier quand on regarde les carrières justement des scientifiques qui ont entre 35 et 55 ans et qui sont déjà engagés dans la carrière. Leur insertion professionnelle est fait défaut, très nettement. Et ça se voit à autre chose qui souvent apparaît avant avant qu'ils se mettent à travailler sur le 11 septembre, c'est que c'est des gens qui sortent de leur spécialité. Quelqu'un qui était en physique, qui se met à analyser la chimie de l'effondrement des tours. Quelqu'un qui était en géologie et qui se met à intervenir en sismologie. Là, c'est des passages assez... qui sont assez visibles même pour un néophyte, mais il y aurait aussi tout le passage d'une sous-discipline à l'autre qui demanderait une connaissance beaucoup plus fine de tous les champs. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont en train de braconner vers un univers qui n'est pas tout à fait le leur.
C'est aussi des gens qui généralement n'ont pas été promus dans leur métier. Et à ce titre-là, on peut voir chez plusieurs des publications qui manifestent une ambition démesurée d'un coup, comme une forme de passage en force dans une carrière un peu contrariée. C'est pas sans rappeler, si vous avez son profil en tête, quelqu'un comme Robert Malone, qui est l'autoproclamé inventeur de l'ARN messager, dont il y a eu un super portrait qui a été fait il n'y a pas longtemps dans The Atlantic, qui justement a tendance à montrer ça. C'est quelqu'un qui a eu une carrière prometteuse, qui n'a jamais décollé et qui ensuite est allé dans des impasses scientifiques. Bon, par exemple, ça peut se voir un premier profil d'un géologue qui vers la fin commence à travailler sur la sismologie. Une fois à la retraite, il écrit un papier sur une théorie globale de la Terre. Et il enchaîne alors des papiers hors de sa spécialité avant de s'intéresser au 11 septembre. C'est quelqu'un qui, pour le coup, au CNRS, n'a jamais dépassé le stade de CR1. Et ça se rapproche d'un deuxième profil d'un physicien qui a commencé à travailler dans les années 2000 sur la fusion froide. Donc, bon, à côté de ça, ce qui est assez notable, c'est que, ce qui est assez logique, étant donné leur carrière, une carrière pas tout à fait comme prévu, c'est des gens qui ont beaucoup d'échappées dans leur vie, d'autres choses à côté du travail. Et quelque chose qui est extrêmement surprenant sur ce terrain, c'est le nombre de musiciens et apprentis musiciens. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre non seulement dans la carrière professionnelle qu'ils ont eue formellement, mais aussi dans d'autres carrières qu'ils ont tenté d'avoir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'indétermination et qui est assez fondamentalement présent. Sans compter que cette attirance pour une dimension esthétique demande peut-être à être pris au sérieux parce que pour moi, ça peut s'apparenter à ces physiciens en fin de carrière qui se mettent à écrire sur l'existence de Dieu, par exemple. Il y a quelque chose de vouloir rentrer dans un domaine plus grand, plus beau, qui est assez présent chez ces personnes-là, y compris dans ce qu'elles racontent d'elles-mêmes. Alors voilà pour le côté un peu profil social et le type de carrière qu'on peut trouver. Deuxièmement, est-ce que ces gens-là, en s'intéressant au 11 septembre, font un travail scientifique? C'est évidemment ce qu'ils revendiquent. C'est un travail complotiste, dans le sens où ça prend énormément de temps et où il y a une implication très forte. Et ce travail complotiste, comme je vous disais au tout début, demande à être divisé. C'est-à-dire les personnes dont je vous parle sont les personnes qui travaillent directement sur des données et qui vont potentiellement pondre de nouvelles théories ou des variations sur les théories du complot. En tout cas, je pense qu'avoir cette approche en termes de travail, qui consiste à dire mais qu'est-ce qu'ils font concrètement et comment ils le font, nous éloigne aussi d'une approche en termes de croyance. C'est aussi très intéressant de voir comment les gens, et surtout en revendiquant un esprit scientifique, sont en train de composer des théories parfois extrêmement techniques. Donc que font-ils très concrètement? D'abord, ils discutent la littérature. Ils vont refaire les mêmes calculs, refaire des expériences, modéliser tout ce qui a pu être fait officiellement sur la chute des tours le 11 septembre 2001. Au passage, sans trop s'intéresser au Pentagone. Ça fait partie des déplacements assez étonnants, c'est que de temps en temps, vous avez un truc qui est complètement abandonné dans les théories. La question du Pentagone est une question qui rapidement n'a pu intéresser grand monde. Alors, on discute les publications et notamment on s'amuse à en trouver les limites. Et on s'amuse quasi exclusivement à trouver les questions qui n'ont pas été posées. En soulignant à la fin quelque chose d'assez étonnant, c'est que presque la réalité ne rejoint pas assez les modèles et que les modèles ne cherchent pas à couvrir entièrement la réalité. C'est une critique très récurrente de dire
il y a eu ce rapport de X centaines de pages par une grande institution scientifique américaine. Elle ne pose pas telle question. En retour, enfin, vous avez vraiment un jeu qu'on pourrait dire pervers, mais qui consiste à dire que certaines questions n'ont pas été posées, à les adresser à des scientifiques qui n'estiment pas qu'ils doivent donner des preuves du contraire ou rentrer dans d'autres débats scientifiques et forcément se repose sur l'idée qu'il y a un consensus déjà établi par rapport à une réalité scientifique, voilà, qu'énormément de gens sont d'accord. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant, notamment j'y pensais en écoutant la première intervention du séminaire, c'est qu'on n'a pas tant un biais de clôture qu'un biais de réouverture permanent. Et il ne s'agit pas du tout de chercher les choses simples, mais de chercher en permanence un degré de raffinement et de correspondance de la science à la réalité qui, à la fin, devient justement totalement délirant. Autre élément qui les rapproche en apparence d'un travail scientifique, c'est le fait qu'il commence à y avoir un travail coopératif. Vous avez l'établissement de relations scientifiques, de relations transatlantiques notamment, pour avoir des échantillons des poussières du World Trade Center. Poussières dont l'analyse est censée ensuite révéler qu'il y a la présence d'éléments qui ne devraient pas s'y trouver et qui trahissent la présence d'explosifs. L'explosif qui expliquerait une forme de démolition contre eux. Alors là, on commence à trouver des limites très très sérieuses à ce qu'ils font parce que la poussière est collectée en 2005-2006 par certains. Et il n'y a pas vraiment d'interrogation sur d'où vient la poussière, sauf quand on n'y trouve pas ce qu'on veut y trouver, en disant c'est sûrement que ce n'est pas la bonne poussière, donc je vais en demander une autre. Mais dans leur effort d'aller vers un extrême raffinement et une précision redoutable dans le côté scientifique, la base de la base qui est d'avoir des données un petit peu fiables, mais en tout cas quelque chose sur lequel on puisse travailler, est largement laissé de côté. La deuxième chose qui est une limite assez sérieuse à ça, c'est le modèle de la discussion scientifique qui s'engage entre eux. Discussion scientifique, ça me semble important de le souligner qu'il y a un modèle de la discussion scientifique et qu'il y a des discussions parce que c'est un phénomène collectif. C'est-à-dire c'est des gens qui se répondent et pour moi, c'est représentatif du fait plus largement que le complotisme est un phénomène collectif avec vraiment énormément d'interactions entre les gens qui expliquent comment est-ce qu'on devient soit complotiste. Quitte la plupart du temps à expliquer ça comme un moment de révélation personnelle, ce que ça n'est que rarement quand on rentre dans le détail. Alors, il y a donc une discussion, mais alors le modèle de la discussion scientifique entre eux est extrêmement violente. On disqualifie les papiers, il y a de manière radicale, il n'y a absolument pas de cumulatif. Il y a une multiplication des clics et des engueulades constantes, avec des gens qui tendent à recréer une société savante avec un autre nom pour se démarquer d'une autre personne. Alors, troisième chose, qu'est-ce qui anime ces personnages? À ma grande surprise, des bases qui... alors, si je viens de vous dire que leur pratique scientifique, quand même, quand on commence à la regarder dans le détail, pose certains problèmes, mais les bases qui en amènent certains à dire il faut reprendre une analyse scientifique sur le 11 septembre ne sont pas si irrationnelles. En
en particulier, c'est travaillé par, donc je vous disais, une forme de scientisme et de positivisme extrêmement fort. Le scientisme se manifeste notamment par le fait que il y a un espèce de jeu permanent à demander à ce que la science soit ouverte, en accès libre, qu'il y ait un partage, et quitte à aller faire des choses qui socialement ne sont pas, ne se font pas dans le milieu scientifique, c'est-à-dire demander les données à quelqu'un en arrivant de nulle part, se plaindre quand il n'y a pas de partage. Évidemment qu'il y a des règles de partage dans le domaine scientifique, et là, il y a encore ce jeu pervers consistant à dire, vous avez vu, ils n'ont pas partagé, c'est sûrement qu'ils ont quelque chose à cacher. Il y a une croyance très forte dans le progrès et la supériorité de la science, que Jeremy Ward, d'ailleurs, qui travaille sur les mouvements anti-vaccins, décrit aussi très, très bien, bien mieux que moi dans le cas des groupes qu'il étudie. Mais ça se traduit, par exemple, notamment par une technophilie extrêmement développée. Alors, technophilie, d'abord, d'une manière très banale. C'est des gens qui sont fans du web, comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est aussi des gens qui achètent plein de gadgets, plein de trucs, les derniers trucs sortis, de sorte que je pense que le complotisme n'est pas loin aussi d'une attitude de consommateur. Et dans certains cas, ça peut coûter une fortune. Si vous pensez au cas des platistes qui ont véritablement acheté des instruments de mesure extrêmement chers pour prouver que la Terre n'était pas ronde, là, ça devient quelque chose d'un peu délirant, mais voilà, qui n'est pas loin d'une attitude de consommation. Oui, alors, quelles théories, du coup, sont avancées dans tout ça? Parce que là, pour le coup, on peut rentrer dans le détail de quelles théories ces gens-là écrivent, et ça permet, bon, si ces gens-là écrivent autant de théories, c'est aussi parce qu'il y a une énorme logique de distinction entre eux, bon, qui vire à l'engueulade, comme je vous ai dit, mais au bout d'un moment, quand on a un certain statut social, il faut avoir sa théorie, il faut avoir ses données, il faut avoir sa vision propre du 11 septembre. Donc certains vont travailler sur la géologie, et certains vont raffiner des hypothèses. Par exemple, ceux qui portent l'idée qu'il y aurait eu des explosifs vont d'abord, pour certains, vont vous dire c'est tel explosif, un autre va vous dire non, non, c'est des armes nucléaires, un troisième va vous dire c'est des armes de nouvelle génération. Et là, on retrouve le côté un peu technophile. Faut toujours que ce soit les derniers trucs. Une autre théorie là qui nous éloigne du sujet vraiment question physique, c'est dans les années 2000, au début des années 2010, il va y avoir une théorie sur des hologrammes, comme quoi il y aurait eu des hologrammes dans le ciel de New York, des hologrammes géants qui auraient masqué le fait que c'était une démolition contrôlée. Bon, le problème, c'est que cette technologie n'existait quasiment pas en 2001. Mais vous avez tout un truc de dire oui, mais on nous l'a caché, en réalité, cette technologie existait déjà, l'armée l'avait déjà. Donc, il y a une technophilie avec l'idée qu'il y a toujours des trucs qui ont été inventés, qui sont cachés, qui sont accaparés, mais qu'en tout cas, la science avance sur des nouveaux trucs extrêmement impressionnants. Et là-dessus se rejoignent deux choses, à la fois un discours général sur la science, mais à la fois aussi un discours personnel qui explique en creux et parfois ouvertement l'échec d'une carrière personnelle et du fait d'avoir avancé certaines théories, avec l'idée qu'il y a une théorie du complot au sein de la science, et qui là dépasse le seul cas du 11 septembre. C'est l'idée qu'il y aurait toujours des avancées, mais qu'elles seraient cachées ou accaparées. Ce déplacement de la théorie du complot vers l'idée vers la science en elle-même, c'est pas la seule forme de translation de leur travail vers le monde social. Il y a une transposition parfois à bas bruit, mais assez notable, de schémas de pensée depuis les sciences expérimentales vers le social et le politique. Comme lorsque on trouve dans un écrit qui n'a rien à voir avec le 11 septembre, mais un peu avec le cours du monde, sur le blog d'un enquêté, l'idée qu'il faut une nouvelle révolution scientifique,
et que ce sera l'unique voie de salut à court terme. D'autres, en entretien, vont vous expliquer que la démocratie va être sauvée par la blockchain, ou à l'inverse, vous allez avoir quelqu'un qui s'inquiète de la robotisation. Et là, bon, c'est un peu l'autre versant de la chose. C'est une inquiétude face à une avancée inexorable de la science, mais en tout cas avec l'idée que la science avance inexorablement. Le social et le politique est présent aussi d'une autre manière, c'est à travers une référence à la psychologie sociale. Les personnes que j'ai étudiées adorent Milgram, par exemple. Les expériences de psychologie sociale sont connues, sont partagées, et elles sont partagées d'une manière un peu logique, c'est que ce sont aussi des gens qui ont bien compris que la psychologie sociale s'intéressait à eux. Donc en retour, se sont intéressés à la psychologie sociale, qui est devenue une référence un petit peu pour parler du monde social et politique. Alors évidemment, c'est une vision caricaturale de la psychologie sociale, mais il y a ce côté, une dimension de laboratoire de la réalité sociale, en toute logique, sans accroc, modélisable, qui rejoint le scientisme extrêmement fort qu'ils peuvent avoir. De temps en temps, un peu plus loin, ça braconne vers des logiques un peu plus relevant de l'histoire. Mais là encore, on est sur des choses souvent à vocation extrêmement claire dans la logique. C'est la chronologie, c'est l'intérêt pour les décisions des grands hommes. Tout ça n'étant voisinant avec une vision étrange de l'État, extrêmement juridique, une vision pyramidale avec des décisions qui doivent être exécutées en cascade. Ça explique qu'il y ait certaines circulations intéressantes entre le droit et les scientifiques dont je vous parlais. Par exemple, je pense à ce profil d'un avocat qui, en fait, devient spécialiste de la question de la démolition contrôlée. Vous avez des porosités sur le côté entre certaines disciplines qu'il est assez intéressant de souligner. Voilà, donc bon, je vais en finir là-dessus. Peut-être en concluant et en essayant de boucler avec ce que j'ai compris des présentations et de la présentation générale du séminaire. Le problème dans la frange particulière dont je vous ai parlé de ces enquêtés, c'est pas tant d'avoir perdu la foi que d'avoir une foi inébranlable en la science. Tellement inébranlable qu'elle en devient totalement contre-productive et totalement absurde. Et alors, je me demande, par rapport à la logique de pathologie dont on parlait, à quel point il peut y avoir du pathologique, à quel point aussi ça peut être une certaine forme de naïveté qui, évidemment, dans la persistance, tend à ne plus être trop naïve, mais vraiment, moi, je suis marqué par la naïveté de certains des acteurs que j'ai rencontrés sur comment devrait fonctionner la science, comment devrait fonctionner le monde social, et c'est vraiment, ça devrait fonctionner comme une équation très simple. En revanche, je pense qu'il y aurait des pathologies un peu voisines du complotisme qui demanderaient à être étudiées et à étudier dans leur caractère de facilitateur pour l'adhésion à certaines théories. C'est celle dont je vous parlais, cette espèce d'ivresse du clic, me semble, je ne sais pas si on peut la qualifier d'une pathologie, mais me semble quand même assez importante, de la même manière qu'on a pu réfléchir à l'effet qu'avait le fonctionnement de YouTube ou de Facebook sur certains événements politiques récents. Enfin, le fait d'isoler un petit peu ces scientifiques au sein d'un collectif me laisse penser qu'il y a énormément de trajectoires différentes autour de cette question du complotisme et peut-être plus largement de l'irrationalité.
La seule chose qui me paraît très notable, mais qui est peut-être propre vraiment aux théoriciens et aux créateurs de nouvelles théories, c'est qu'il y a une série de bifurcations biographiques assez nettes chez eux, qui sont professionnelles, personnelles, qui relèvent vraiment de plein de domaines en même temps, et dont on peut se demander à quel point elles peuvent relever d'éventuelles autres pathologies antérieures qui resteraient à identifier en faisant vraiment des analyses plus fines de certaines de ces personnes. Mais je ne sais pas si on peut qualifier le complotisme comme étant une pathologie, mais je vois distinctement dans le discours et dans le parcours de certaines personnes, sans être moi-même analyste, des patterns qui me semblent, pour certains, relever de maladies, mais qui finalement expliquent plus l'arrivée vers le complotisme qu'autre chose. Et à ce titre-là, je crois que c'est l'une des importantes limitations de mon terrain, c'est que la reconstitution a posteriori que font les personnes que je rencontre de leur parcours tend à échanger la cause et les effets. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vous expliquer que parce qu'ils sont devenus clairvoyants, le monde social autour d'eux s'est clairsemé, leur carrière a pris un coup. Je crois que dans beaucoup de cas, et ça se trouve à certains, dans certains éléments que j'ai pu relever, on voit que ça arrive avant, qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant de l'ordre d'une rupture biographique qui explique en retour une disponibilité de la personne, une propension peut-être à adhérer à ces théories et qui peut éventuellement, en dernier recours, être expliquée par le fait que ces personnes découvrent à ce moment-là une pathologie. Voilà. Je m'arrête là. Merci, merci encore et je suis vraiment désolé de ne pas être des vôtres. J'aurais beaucoup aimé être avec vous ce soir.